Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce webinaire avec c'est notre deuxième rendez-vous commun à l'IFACI et au Cercle de la Compliance pour traiter du dispositif de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme pour les non-assujettis. Alors, la dernière fois, nous avions eu beaucoup de succès. J'espère que cette fois, nous en aurons encore beaucoup. Plusieurs milliers de personnes ont regardé ce webinaire. Et aujourd'hui, on va traiter plus des bonnes pratiques. On va parler un petit peu du concret pour les non-assujettis, mais toujours avec nos experts. Et je vais vous présenter nos experts. Donc, nous avons Nathalie Sabec, qui est responsable compliance BNP Paribas, Arval, et vice-présidente du Cercle de la Compliance et conseiller du commerce extérieur. Et qui va nous parler plutôt de la partie contrôle interne, après son introduction. Et puis ensuite, nous aurons Solène Clément, maître Solène Clément, qui est avocate au barreau de Paris et créatrice de l'Observatoire de la lutte anti-blanchiment et contre le financement du terrorisme. Ensuite, nous aurons Ludovic Demann, qui est responsable conformité du groupe La Poste et qui va être aujourd'hui notre témoin, notre expert en matière de bonnes pratiques, avec qui on va pouvoir évoquer comment se passe ce travail. Et moi, vous me connaissez peut-être, je suis Emmanuel Pascal, je suis formateur au pôle Léonard de Vinci et à Dauphine, dans plusieurs autres écoles, en audit et en lutte contre la fraude. Je suis aussi formateur IFACI et je suis membre du comité pédagogique CREA, donc le Committee of Research and Education Advisor de l'IA, qui est le comité qui gère les différentes publications pour pouvoir apprendre et montrer un petit peu les nouvelles tendances pour les auditeurs internes. Eh bien, ça tombe bien parce que la lutte contre le blanchiment est une tendance, est quelque chose d'important à savoir, à prendre en compte aujourd'hui pour les auditeurs internes. On l'a rappelé mardi lors de la réunion mensuelle, il faut s'informer sur tous les types de fraudes et pour pouvoir les connaître et les intégrer dans vos programmes de travail. Alors, pour commencer, je vais passer la parole à Nathalie qui va nous présenter un petit peu le programme de notre réunion d'aujourd'hui. Oui, merci Emmanuel. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, pour ce deuxième webinaire qu'on a appelé les experts, nous allons parler d'abord du dispositif conformité pour les non-assujettis. On va parler plus globalement du contrôle interne. Et deuxième partie, on va parler surtout de la prise en compte du risque LCBFT, lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme dans ce dispositif. Et puis, en troisième point, on va parler aussi des enjeux et des risques et puis de la responsabilité finalement au cas où on ne prendrait pas en compte ce risque. Donc, pour introduire, je dirais, le sujet, je vais rappeler peut-être les 3 points que nous avions mentionnés la dernière fois dans le contexte actuel. Pourquoi on parle de ce sujet aujourd'hui? Eh bien, d'abord, il faut parler de l'intensification de la réglementation, qui élargit de plus en plus le périmètre des personnes qui doivent mettre en place ce dispositif et au-delà, je dirais. On a également un deuxième point sur la complexification des sanctions financières internationales et on va voir comment les non-assujettis peuvent être également impliqués. Et puis le troisième point, c'est aussi la progression de la criminalité financière au niveau international. C'est une criminalité de plus en plus transnationale, avec également des nouvelles techniques. On touche aussi aux nouvelles technologies. Et donc, cette criminalité est vraiment très importante de plus en plus. Et donc, ces 3 points expliquent pourquoi, aujourd'hui, à nouveau, la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme doit être prise en compte, finalement, par les non-assujettis. Donc, si je passe peut-être à la première partie, je vous ai mis ce cube. Alors, les personnes non assujetties, les entreprises non assujetties le connaissent bien. C'est le dispositif, on va dire, classique. C'est une méthodologie suivie qui s'appelle le COSO. C'est un comité qui a été mis en place en 85, qui a mis cette méthodologie en place, notamment initialement, c'était pour les sociétés qui faisaient appel public à l'épargne, des sociétés qui avaient des réglementations financières un peu strictes. Et puis, de plus en plus, aujourd'hui, des PME appliquent ce dispositif. Cette méthodologie, elle a 3 dimensions, comme le montre le cube, avec la première dimension qui est
composants du contrôle interne pour structurer l'approche du contrôle interne. Alors, on a 5 piliers de composants de contrôle interne. D'abord, l'environnement de contrôle. On parle ici plutôt de la culture éthique dans une entreprise, de la gouvernance, de l'engagement de la direction générale. Ensuite, on a l'évaluation des risques. Alors, on connaît bien cette partie-là. Hein. On identifie et puis on analyse, on priorise les risques pour couvrir finalement les risques qui sont dans l'activité, hein, pour pouvoir les couvrir ultérieurement avec les activités de contrôle, troisième pilier. Et donc, ces activités de contrôle, on va mettre en place des procédures, on va mettre en place des politiques pour pouvoir diminuer les risques que nous avons identifiés. Vous avez également le volet information et communication. Alors, dans le dispositif global, on s'assure que l'information circule très bien au niveau interne et au niveau externe, donc qu'elle est fluide et puis qu'elle est fiable. Et puis, le dernier point, c'est le pilotage du dispositif. Le pilotage du dispositif, c'est des KPI souvent mis en place. On a également le volet objectif. Quels objectifs finalement ce dispositif contrôle interne? Alors, il y en a 3. Au niveau des opérationnels, on regarde la performance des opérationnels et donc leur efficacité. Et puis, le deuxième objectif, c'est la partie reporting. Et puis, on arrive à notre 3e objectif qui est la conformité. Alors, on reste toujours sur la slide précédente, pardon Emmanuel. La conformité, le sujet qui nous intéresse, la conformité avec le dispositif à mettre en place pour nous assurer du respect des lois. Et donc, ce dispositif devient de plus en plus important aujourd'hui. Et pour information seulement, juste pour parler du 3e pilier, ça concerne uniquement les divisions organisationnelles, je dirais. Est-ce qu'on parle d'une entité, est-ce qu'on parle d'une unité, d'une fonction, etc. Donc, ce dispositif de contrôle interne intègre évidemment donc la conformité, mais qui aujourd'hui est devenue pratiquement autonome puisqu'elle a son propre dispositif. Alors, on peut passer à la 2e slide justement pour parler plus particulièrement de la conformité. Donc, quelle conformité chez les non-assujettis? Alors, je dirais, c'est un peu les mêmes méthodes, c'est un peu le même formalisme, le même cadre. On va d'abord mettre en place une gouvernance dans cette conformité. Souvent, c'est une direction autonome, de plus en plus en tout cas. Parfois, elle est associée au juridique, mais de plus en plus, elle est autonome. Elle a sa propre gouvernance, donc une comitologie bien identifiée. Elle est rattachée au plus haut niveau de la structure. Et puis, elle a bien sûr son propre référentiel procédural pour identifier quelles sont les règles de conformité, quels sont les risques de non-conformité sur lesquels je vais couvrir avec des règles bien claires. Le 2e point, c'est je vais mettre en place effectivement une cartographie. Du coup, elle est séparée des autres risques qui ne sont pas liés au risque de non-conformité, mais cette cartographie va identifier tous les risques que la conformité considère pouvant toucher l'organisation en question, l'entité dans laquelle je suis. Et évidemment, dans cette partie-là, on va parler aussi de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Et puis, bien sûr, par rapport à cette cartographie, dès lors qu'on va vraiment cartographier tous les risques de non-conformité, on va pouvoir aussi définir et mettre en place les contrôles et donc définir le plan de contrôle que je dois réaliser pour m'assurer que les règles sont respectées et s'il y a des risques encore qui demeurent. Le 3e volet qui est important pour les non-assujettis, et là, c'est la plupart des entreprises, on reste toujours sur la slide avant, les entreprises sont toutes aujourd'hui avec un dispositif anticorruption, bien qu'elles ne sont pas toutes avec les seuils exigés par la loi, mais on recommande à toutes les entreprises d'avoir ce programme anticorruption et avec les 8 axes. Alors, sans forcément les énumérer, mais à travers ce programme anticorruption, on va voir qu'indirectement, il y a également derrière des risques d'identifier le risque de blanchiment ou du financement du terrorisme. Et donc, cette exigence aujourd'hui, elle est bien mise en place et c'est le département conformité qui l'a mis en place. Un autre point très important, ce sont les sanctions financières internationales. Pour certains, c'est encore des contrôles à l'exportation, suivant les produits qu'ils peuvent exporter. Mais en tout cas, les règles des sanctions financières internationales
vont au-delà finalement du blanchiment, puisque tout le monde aussi les applique, notamment les entreprises qui ont une activité un peu importante dans des pays qui peuvent être sensibles ou encore sous sanction. Et donc, ce dispositif de sanction prend de plus en plus de l'ampleur dans le dispositif conformité chez les non-assujettis. Et donc, là aussi, on doit pouvoir identifier à travers ce dispositif, est-ce qu'il n'y a pas autre chose derrière. Et puis, le dernier point qui n'est pas des moindres, évidemment, c'est la formation. Alors, la formation chez les non-assujettis, on va se dire, ben non, en fait, je vais juste former mon équipe ou l'entreprise, l'organisation au risque de corruption, au risque de fraude, mais on ne va pas penser forcément au risque de blanchiment. Pourquoi? Parce qu'on considère, eh bien, on n'est pas assujetti, donc on n'a pas à le faire. Eh bien, on va voir qu'indirectement, on peut être touché par ce risque-là. Et donc, dans la formation, il est très important de penser à insérer cette réglementation LCBFT pour sensibiliser les collaborateurs à ce risque s'ils sont amenés à l'identifier, enfin à pouvoir l'identifier et puis l'escalader si nécessaire. D'ailleurs, Nathalie, on reparlera avec Ludovic tout à l'heure d'exemples de formation, de détails, de choses sur lesquelles il faut insister à partir des formations qu'a fait Ludovic. Absolument. D'ailleurs, je vais peut-être donner la parole, je ne sais pas la slide d'après, je vais donner peut-être la parole justement à Ludovic qui va peut-être nous donner des exemples sur le sujet. Oui, avec plaisir. Bonjour à tous et tous. Donc, peut-être un tout petit mot de remise en contexte pour donner une illustration d'un des éléments évoqués par Nathalie sur le groupe La Poste, dont je fais partie. Et donc, moi, je travaille au sein de la direction de la conformité de ce groupe. Et premier élément de contexte, parce qu'en général, la plupart connaissent le réseau des bureaux de poste et des facteurs, et c'est une réalité très importante de ce groupe, mais parfois on connaît moins l'envergure internationale de ce groupe. C'est un groupe qui fait à peu près 35 milliards de chiffre d'affaires et qui réalise plus de 40% de ce chiffre d'affaires à l'international. Donc, dans la gestion d'un dispositif de conformité, c'est une composante tout à fait clé. Et puis, on a deux actionnaires, le principal qui est la Caisse des dépôts et consignations et l'autre qui est l'Agence des participations de l'OTAN. La Caisse des dépôts et consignations, je le mentionne parce qu'elle a une réalité d'être assujettie à la LCBFT. Et puis, on a un groupe filiale de banque assurance, notamment, qui est lui aussi assujetti. La direction de la conformité dans ce groupe, elle s'est structurée autour de quelques thématiques. Je vais peut-être on peut rester sur la slide peut-être précédente, Emmanuel. Je ne sais plus si on l'avait juste avant. Non, ou la suivante alors. Pardon, c'est dans l'autre sens. Voilà, c'est celle-ci. Merci beaucoup. Donc, on l'a structuré autour d'expertise thématique, avec une expertise très opérationnelle sur le M&A, une autre sur la lutte anticorruption, une autre sur la protection des données personnelles, une autre sur le devoir de vigilance avec cet acronyme DDV. L'acronyme SIE, c'est pour les sanctions internationales, embargo, le contrôle des exportations qui a aussi été évoqué comme un domaine de conformité qui a pris beaucoup d'importance, la LCBFT qui nous occupe aujourd'hui. On a un domaine de conformité concurrence et puis on a quelqu'un qui est en charge de la déontologie, qui n'est pas un domaine de conformité en soi, mais qui gère tout le dispositif d'alerte déontologique. Cette direction, elle est dans un rôle très de pilotage, c'est-à-dire qu'on a des business units, chacun a des noms différents, mais je pense que vous comprendrez bien le concept. Et il y a des équipes conformité dédiées. Donc, évidemment, la plus importante pour nous, c'est la partie bancaire et assurance où, du fait de la réglementation, il y a des dispositifs très, très structurés avec beaucoup de collaborateurs dédiés à cette fonction. Et puis ensuite, on a toutes nos autres activités autour du courrier, du colis, mais aussi du numérique, du service à la personne. Et donc, le groupe s'est beaucoup transformé ces dernières années et des fonctions qui sont parfois 100% dédiées conformité et parfois associées à de la gestion de risque. Et donc, la fonction conformité groupe est dans un mode de pilotage de filière
Elle fonctionne aussi en experte pour répondre à des points très précis, mais aussi pour les fonctions du siège et puis assurer toute la partie relation avec la gouvernance du groupe La Poste. On a un rôle évidemment de fonction transverse pour cette gouvernance, c'est-à-dire que il y a une partie de reporting, de tableau de bord qui est très importante. Et puis, on a notamment au service de notre filière de conformité, donc l'ensemble des acteurs de la conformité au sein du groupe. On assure de la veille réglementaire, des outils de formation qu'on met à disposition, des éléments de culture conformité qui sont pas de la formation en soi, mais qui peuvent être des petites vidéos, des petites capsules, des choses assez diversifiées. Et puis, on assure aussi le déploiement de quelques projets structurants, que ce soit sur les systèmes d'alerte déontologique ou sur la connaissance de nos partenaires. Voilà en quelques mots sur le retour un peu concret de ce que c'est qu'une fonction conformité dans un groupe non assujetti, parce que la Poste n'est pas assujettie à la LCBFT. Elle n'a pas une activité qui l'assujettit, mais elle a donc un certain nombre d'entités qui le sont. Et donc, on a fait le choix d'avoir une fonction dédiée à la LCBFT, que j'ai l'honneur d'occuper, et qui a fait un travail que je vous détaillerai un peu plus par la suite sur comment gérer ce domaine de conformité et ce risque précis. J'ai une question, Ludovic. Est-ce que vous avez beaucoup d'équivalents dans d'autres sociétés ou c'est rare d'avoir des responsables conformité LCBFT dans des groupes comme non assujettis? Alors, je vais être très précautionneux parce que peut-être que parmi les participants, il y aura de nombreuses personnes qui pourraient mettre dans le fil de la conversation que chez eux ça existe, et donc ça sera beaucoup plus concret que la réponse que je ferai, mais à ma connaissance c'est pas si fréquent. Parfois la thématique, d'abord tout le monde n'a pas toujours structuré sa fonction conformité de façon aussi autonome. Je n'ai peut-être pas assez insisté là-dessus, mais au sein de la Poste, on a fait ce choix d'avoir une direction de la conformité qui est au sein d'un secrétariat général, avec un secrétaire général qui est un membre de notre comité exécutif, et qui est à côté d'une direction juridique, qui est à côté d'une direction des risques, qui est à côté d'une direction sécurité groupe. Et donc, il y a quand même une question un peu de spécialisation quand on veut faire de la LCBFT. Donc, les groupes qui ont en tout cas, à mon avis, structuré de cette façon la fonction conformité, en la dédiant à 100% et avec des thématiques 100% gérées par des experts de conformité, l'ont, je ne dirais pas systématiquement, mais je pense assez souvent. Alors peut-être parfois aussi mêlé, ça a été un choix, nous, qu'on a hésité à faire, de l'associer à la fonction sanction internationale embargo, parce qu'il y a beaucoup de similitudes, en tout cas dans le monde financier. Le code monétaire et financier invite à gérer les deux thématiques ensemble, lutte contre le blanchiment, sanctions internationales. Dans le monde non financier, il n'y a pas de règles ou chaque organisation le fait en fonction de ses expertises et de son modèle opérationnel. Ok, merci. Alors, Nathalie, vous voulez reprendre? Oui. Alors, effectivement, là, on a eu un exemple effectivement de gouvernance et finalement d'organisation de conformité chez les non-assujettis. On va passer peut-être à la deuxième partie, juste avant de redonner la main à Ludovic pour témoigner un petit peu dans le groupe La Poste comment c'est organisé, mais juste pour vous rappeler sur le processus de blanchiment et donc de faciliter sa détection pour les non-assujettis. Qu'est-ce que c'est? D'abord, c'est en trois phases, le blanchiment. D'abord, le placement. Alors, on a eu tendance à donner l'exemple des espèces quand vous déposez des espèces à la banque. Aujourd'hui, c'est un peu plus sophistiqué. On a un recours à des crypto-monnaies. C'est des montages un peu plus complexes. Mais néanmoins, le process est toujours le même. La première phase, c'est d'abord, je place l'argent que j'ai acquis illégalement. C'est nécessairement un argent qui provient d'une autre infraction. Et donc, j'ai acquis illégalement et j'essaye de le blanchir à travers un placement que je fais. Et donc, je vais faire des dépôts, je vais acheter des crypto-monnaies. La deuxième phase, c'est la conversion ou l'empilage.
je vais essayer de compliquer un peu le schéma de cet argent en passant de compte à compte ou encore de faire des virements pour évidemment brouiller les pistes, on va dire. Et puis en troisième phase, je vais l'intégrer dans l'économie légale. C'est par exemple, je vais acquérir un bien, alors j'acquiers un bien immobilier ou encore une œuvre d'art, etc. Donc le processus de blanchiment est toujours un petit peu de la même façon, on va dire, avec ces trois phases. À l'inverse du financement du terrorisme, d'abord parce que l'origine du financement du terrorisme, l'origine peut être légale. Moi, je peux faire des dons, lesquels vont être stockés, transférés, utilisés à des fins de terrorisme sans que je le sache, bien évidemment. Donc, c'est dans ces cas-là, à la fois du blanchiment et du financement du terrorisme, qu'on peut être amené, ou que les non-assujettis peuvent être amenés, dans des situations particulières, à être impliqués indirectement. D'où la nécessaire identification et compréhension du processus de blanchiment. Alors, on va parler avec justement Ludovic, on a parlé de votre structure, on va parler un petit peu en référence à ce que vient de dire Nathalie sur justement comment vous travaillez un petit peu. Et on a eu une discussion très intéressante justement sur comment vous découpiez les entités, les processus pour justement identifier s'il n'y avait pas des bouts des morceaux, des endroits où il pouvait y avoir du blanchiment et où ça verrait en fait un petit peu le processus qu'a décrit Nathalie. Oui, alors je suis ravi d'avoir l'occasion de partager ça. Ça a été un exercice intéressant. Dans mon parcours, moi, j'avais beaucoup travaillé le sujet dans le secteur financier et c'est extrêmement encadré, réglementé. Les exigences sont souvent difficiles à respecter à 100% d'ailleurs, mais c'est le cadre est très, très précis. Là, dans un groupe non assujetti, la démarche est différente. Et en fait, ce que vient d'expliquer Nathalie est très important parce qu'il y a une première étape qui est juste de bien faire une bonne pédagogie sur le concept de c'est quoi le blanchiment et puis peut-être aussi de rappeler, alors il faut le faire juridiction par juridiction, mais la dimension pénale de l'infraction. Et puis je crois qu'on profitera de l'expertise de Solène tout à l'heure sur ce point aussi. Nous, ce qu'on a, le premier exercice que nous avons mené au sein du groupe La Poste sur cette thématique de lutte contre le blanchiment, ça a été de se dire est-ce qu'on maîtrise notre périmètre d'assujettissement? Donc, nous savons que nous avons des activités ou des entités qui sont assujetties. Je vous le citais tout à l'heure, quand on a en filiale à 100% une entité comme la Banque Postale qui est un groupe de banque assurance avec le groupe CNP Assurance. Il n'y a pas de questions compliquées. On a un périmètre qui est assujetti à la LCBFT et qui a un dispositif dédié. Par contre, lorsqu'on fait des activités de courrier, de colis, et puis nous avons des activités donc dans le domaine numérique, dans le domaine des services à la personne, ce sont des domaines où c'est pas très évident ou naturel de se poser cette question de est-ce que j'ai de l'assujettissement à la LCBFT. Alors pourquoi est-ce qu'on l'a fait? C'était pas juste une lubie d'expert, c'est aussi que notre actionnaire Caisse des dépôts et consignations a un enjeu réglementaire à devoir maîtriser ce périmètre et donc demander à sa filiale La Poste, qui est non assujettie, de bien définir ce périmètre-là au-delà de ses activités bancaires. Alors, on a eu un deuxième élément de réponse qui a été assez facile, qui était de dire nous avons des activités dans l'immobilier, puisque nous avons je vais qualifier ça d'une grande foncière immobilière qui gère notre patrimoine immobilier, mais qui propose aussi des services comme par exemple de la domiciliation d'entreprise. Et cette activité-là est assujettie à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Donc, c'était un deuxième composant. Et puis, la troisième composante dans la démarche, c'était par exemple d'aller voir des activités qui proposent des services de colis. Alors, en fait, on est allé voir toutes nos filiales, alors avec des relais de conformité et l'organisation en filière que j'évoquais tout à l'heure, pour couvrir la totalité du périmètre. Mais la démarche a été de bâtir un questionnaire
sur la base du Code monétaire et financier, qui liste les activités et les entités qui sont assujetties à la LCBFT, et de questionner chacune de nos filiales en disant est-ce que vous exercez une de ces activités? Est-ce qu'il y a quelque chose qui, de façon principale ou accessoire, ressemble à l'une de ces activités-là? L'accueil n'est pas très chaleureux quand on fait ça, je vais être franc. Au-delà de la sympathie que les uns et les autres peuvent avoir dans un groupe, il y a quand même une question un peu aride, technique. Donc, je reviens sur le besoin de pédagogie et d'expliquer l'enjeu. Donc, c'est quoi le blanchiment et c'est quoi l'enjeu derrière ce sujet-là. Et puis, on a été... en tout cas, moi, je vais le dire à titre personnel, j'ai été surpris du résultat, de découvrir qu'en fait, assez souvent, nous avions dans ce grand mouvement qui est mené depuis 25 ans à peu près de diversification des activités postales, et notamment en allant vers le colis et dans plein de pays étrangers, des services où nous proposons, associés à la livraison d'un colis, un service soit d'assurance, en disant vous pouvez assurer la valeur qui est dans le colis, et donc il y a des choses qui sont réglementaires prévues par la loi, et puis il y en a d'autres qui sont optionnelles et proposées commercialement. Et donc là, on tombe dans est-ce que cette activité est une activité de courtage en assurance? C'est-à-dire que nous ne sommes pas assureurs, mais on travaille avec un assureur et on se retrouve en proposant un service associé à la livraison du colis, un service d'assurance du colis pour le compte d'un assureur. Et donc, en général, on appelle ça du courtage, parfois de l'intermédiation, mais c'est quand même cette idée-là. L'autre service qui a été souvent identifié, mais qui était peu connu et en tout cas pas piloté, c'était des offres de services de paiement. Il y a un certain nombre de pays où ça ne fonctionne pas du tout comme en France, c'est-à-dire que vous commandez sur un site marchand des habits, des fournitures, ce que vous voulez, et plutôt que de payer le site marchand et ensuite d'avoir une livraison à domicile ou dans un point relais, peu importe, de votre marchandise, il y a un certain nombre de pays, et par exemple la Pologne fait ça très spécifiquement, où le paiement se fait à la livraison. Donc, il y a une question de j'ouvre mon colis, je regarde si ça correspond à ce que j'ai commandé et je paye en fait. Et je paye qui? Je paye le livreur. Donc, je ne paye plus le site marchand. Et donc, le livreur, la société qui assure la livraison, se retrouve dans une situation d'intermédiaire financier à proposer un service de paiement. Et là, la démarche nous a amené à faire pas mal de consultations juridiques pour se dire est-ce qu'on est bien dans la qualification de ce que prévoit la directive européenne sur les services de paiement, de fournir un service de paiement. Est-ce qu'il y a un cadre réglementaire local qui prévoit que ce service a été spécifiquement encadré dans une loi locale, parce qu'en général, on ne peut pas être opérateur de transport de marchandises ou de colis comme on le fait sans avoir une autorisation, un agrément spécifique. Et parfois, ces lois-là intègrent un volet paiement et intègrent des obligations LCBFT. J'ai découvert comme ça que, par exemple, en Pologne, le fait d'avoir une licence postale implique des obligations LCBFT, ce qui n'est pas le cas en France. Donc, on avait une filiale locale qui, en fait, avait déjà déployé son dispositif, mais le groupe en pilotage n'avait pas de connaissances et de maîtrise particulière de ce sujet. On a structuré l'encadrement de toutes nos activités assujetties. En fait, on a identifié un certain nombre. On a eu un cas autre complètement différent où on s'est posé la question, dans une entité que nous avons en Angleterre, il y a un certain nombre de colis qui se perdent. Je veux dire, structurel, je vous rassure, il n'y en a pas beaucoup, mais ça arrive. Et la question se pose de, quand ces colis ne sont pas réclamés, qu'est-ce qui se passe? Et donc, l'opérateur la filiale en l'occurrence chez nous, qui se retrouve avec tous ces colis à gérer, avait fait le choix d'organiser une vente aux enchères. En disant, on ne sait pas ce qu'il y a dedans, parce qu'on ne regarde pas ce qu'il y a dedans, mais pour se débarrasser de ça, on propose un système de vente aux enchères.
La vente aux enchères, c'est une activité qui est réglementée en matière de LCBFT. Donc, la question a été de dire, est-ce qu'on fait ça nous-mêmes, ou est-ce que, enfin, la filiale fait ça elle-même, ou est-ce qu'elle passe par un prestataire, et dans ce cas, le prestataire, est-ce que c'est une société qui a un agrément pour faire ça, et qui respecte et qui met en œuvre des obligations LCBFT, parce que dans les ventes aux enchères, ça fait partie de ces secteurs assujettis à la LCBFT. Donc, vous voyez, il y a différentes dimensions de j'ai un agrément, j'ai pas un agrément, j'ai des obligations liées à un contexte légal spécifique, je peux avoir des obligations contractuelles, des obligations liées au fait d'être intermédiaire. Et donc, finalement, on s'est rendu compte que la diversification de notre groupe qui ne peut plus, depuis fort longtemps, s'appuyer uniquement sur ses activités de courrier, nous a conduit à se diversifier dans des domaines qui nous ont exposés à une thématique LCBFT plus présente que ce qu'on imaginait et qui nécessitait du coup un encadrement avec une politique, de la formation et puis aussi ce reporting à la gouvernance pour dire voilà, ce risque existe et voilà comment est-ce qu'on le gère et où sont les points d'exposition les plus sensibles. Donc voilà pour la première étape de ce qu'on a fait. Ça se fait pas en quelques semaines. On a plus de 400 filiales actives qu'il fallait voir. Et puis ensuite, on a un exercice d'actualisation de ce périmètre d'assujettissement. Alors, une fois qu'on a fait cet exercice un peu fastidieux de recensement et d'identification et donc démarche de première éducation auprès de pas mal d'acteurs de pourquoi est-ce qu'on pose cette question de la LCBFT. Il y avait un deuxième, il y a la partie actualisation au fil de l'eau. Elle se fait d'abord à travers de la veille réglementaire parce que les textes évoluent et puis on en reparlera, j'en dirai un mot à la fin sur le paquet AML et cette 6e directive. Et puis on a eu cette loi sur le narcotrafic en France qui est venue encore étendre le périmètre des activités assujetties à la LCBFT. Donc on peut avoir des activités qui ne sont pas assujetties un jour et qui le deviennent. Et donc ça, c'est un premier volet de suivi à travers la veille réglementaire. On a un deuxième sujet qui est le M&A. On peut avoir une croissance externe et faire l'acquisition d'une activité qui nous crée une situation d'exposition à de la LCBFT, là où jusqu'au jour J, on n'en avait pas. Et puis, on peut aussi choisir de développer des nouveaux produits ou des nouvelles activités. Donc, les quelques exemples que j'ai donnés tout à l'heure, ça peut être considéré comme un nouveau produit ou une nouvelle activité. Et le fait d'être très en prise avec ces nouveaux produits et ces nouvelles activités et de poser la question de quel est l'enjeu réglementaire. Est-ce qu'il y a besoin d'un agrément pour proposer ce produit ou ce service? Permet ensuite de refaire le lien avec les obligations de type LCBFT liées à cet agrément. Et puis, la dernière étape de notre actualisation, c'est une certification annuelle, c'est-à-dire que si normalement, on espère au fil de l'eau, à travers cette veille et ce suivi des nouveaux produits, nouvelles activités et du M&A, capter à peu près 100%. Mais si jamais on avait raté quelque chose, on refait une passe en redemandant une certification à tous nos relais conformité, en leur disant est-ce que vous nous confirmez que l'évolution qu'on a identifiée, c'est bien celle-là, ou qu'il n'y en a pas eu. Et puis, voilà un peu le premier petit retour d'expérience que je peux vous faire juste sur cette étape-là, avant qu'on évoque sur la slide suivante, des choses plus pratico-pratiques, je vais dire. Oui, alors Ludovic, je rebondissais sur ce que vous aviez dit, parce que justement, moi, je trouvais que pour les auditeurs internes et contrôleurs internes, c'était quand même extrêmement important notamment, alors vous avez parlé de questionnaire, justement de faire le parallèle avec un questionnaire et un programme de travail. Et je pense qu'il est important aujourd'hui d'intégrer, alors quelqu'un parlait de Sapin 2 dans les commentaires. Aujourd'hui, on a vu qu'il y avait des groupes qui intégraient Sapin 2 dans leur programme de travail général. Dès qu'ils regardent un processus, ils vont regarder la partie Sapin 2, mais ils peuvent aussi regarder effectivement la partie anti-blanchiment, comme vous l'avez expliqué. En fait, on va regarder l'activité de différentes manières. Et effectivement, je pense qu'il faut intégrer. Quel conseil vous auriez quel référentiel pourrait regarder les auditeurs internes s'ils voulaient se former un petit peu, de façon assez générale? J'imagine la loi, et il doit y avoir des référentiels. Alors, je pense que le premier réflexe le plus important
en tant qu'entité française, c'est de se référer au Code monétaire et financier et à l'article 561-2 du Code monétaire et financier qui décrit les entités et les secteurs d'activité et les activités spécifiques qui sont assujettis à la lutte contre le blanchiment d'argent. Et en fait, c'est une longue liste. Alors, c'est toujours mieux quand on a un petit fond juridique pour appréhender ça, mais c'est pas non plus impossible. Et ça se décortique en fait ensuite en forme de questionnaire. Donc, si certains veulent me solliciter pour que je leur partage le questionnaire qu'on a bâti, je le fais volontiers. Il n'y a pas qu'il y a une propriété intellectuelle incroyable sur ce questionnaire. On a cherché à transformer l'exigence réglementaire en question ouverte en disant est-ce que vous faites ça, est-ce que vous faites ça, est-ce que vous avez un chiffre d'affaires ou des opérations, par exemple, un volume d'activité en opérations espèces aussi spécifiques. Bon, c'est une manière de collecter des indices de ce qui peut créer de l'exposition au risque blanchiment. Notre démarche, j'insiste, a été très orientée sur le risque réglementaire, c'est-à-dire autour de l'agrément et des obligations liées à un agrément. Elle n'a pas été tournée sur le risque pénal, qui est aussi quelque chose qu'on a évoqué et qu'on continuera d'évoquer au fil de notre discussion. Il y a bien deux dimensions dans le sujet de la lutte contre le blanchiment d'argent. Voilà. Le dispositif de conformité, à mon sens, en tout cas nous, c'est comme ça qu'on l'a positionné. On l'a positionné sur le risque réglementaire. Ça ne veut pas dire que on ne peut pas intervenir en conseil, en appui sur des enjeux de risque pénal, mais on bascule pour moi dans un autre univers où on n'est plus dans la démarche de cartographie, formation, conseil, reporting. Voilà, on ne gère pas un risque pénal comme on gère un risque réglementaire de conformité. Merci, Ludovic. On est plutôt dans la situation de crise. Merci pour tous ces détails. Nathalie, vous vouliez intervenir? Oui, en fait, c'était pour compléter. Alors, ça étaye le propos, effectivement, sur la partie, j'identifie les activités qui sont un peu cachées et pas forcément connues au risque donc LCBFT, donc qui sont soumises en réalité à la LCBFT. Et je peux identifier, pour compléter, quand je fais une cartographie, je peux identifier des risques LCBFT uniquement à travers des activités ou un dispositif non assujetti. Je prenais un exemple, par exemple, de Sapin 2. Vous avez l'alerte, le droit d'alerte, le whistleblowing. Eh bien, vous pouvez avoir une escalade, que ce soit interne ou externe, d'un sujet de blanchiment directement à travers ce canal. Vous avez également aussi le volet évaluation des tiers. Si votre activité, elle implique des partenaires situés dans des pays sensibles, des partenaires qui sont pas toujours donc sur le territoire France et qui ont des activités diversifiées, eh bien votre due diligence sur l'évaluation des tiers sera d'autant plus approfondie qu'elle inclura probablement aussi ce risque LCBFT. Donc bien que vous ne soyez pas dans une activité assujettie, vous pourriez identifier ces risques à travers vos partenaires, vos tiers. On a parlé évidemment de la sensibilisation, c'est ce qu'évoquait aussi Ludovic, la nécessité réelle de sensibiliser pour pouvoir d'ailleurs soit identifier une activité, soit un risque. Mais au départ, il y a la formation avant tout. Et ça touche tous les collaborateurs sans exception. Il n'y a pas forcément des collaborateurs plus exposés que d'autres. Alors, je laisse la main à nouveau à Ludovic pour des exemples sur des partenaires et des tiers, du coup. Ouais, avec plaisir, avec plaisir. Donc peut-être sur la slide suivante, oui, celle-là, je crois que c'est ça, si je ne me trompe pas, je vérifie un peu mes notes. Donc sur la partie évaluation des tiers, un des points, par exemple, ça sera de se dire je travaille avec un prestataire de services de paiement parce que j'ai besoin de cette prestation de service. Et donc, est-ce que ce tiers a bien l'agrément qui lui permet de faire cette activité et d'inclure dans la démarche de connaissance du tiers
le fait qu'il nous a peut-être bien déclaré comme agent, c'est-à-dire qu'un prestataire de service de paiement qui a une relation avec un agent doit déclarer son agent auprès de son autorité de contrôle. Ça se vérifie publiquement. C'est une démarche un peu spécifique, mais ça permet de sécuriser la relation et de comprendre pourquoi est-ce que l'autorité de contrôle peut débarquer chez nous pour poser des questions sur l'agrément de son prestataire de service de paiement, et puis aussi d'éviter le chaos que va générer une situation où le prestataire n'aurait pas l'agrément, où on n'aurait pas été déclaré comme agent et où il faut tout arrêter du jour au lendemain, qui est vraiment le côté d'une activité non sereine. Donc économiquement, je pense que la place de la conformité, et ça répond peut-être à une des questions qui étaient posées, c'est de travailler en sérénité et de façon long terme, ou en tout cas dans une perspective qui est au-delà de quelques mois, et de dire je prends pas un risque réglementaire où je joue à pile ou face. Après, il y a des dirigeants qui sont plus ou moins averses au risque. Donc, chaque entité prendra sa position, mais je pense que la conformité a un rôle pour accompagner et éclairer ce positionnement-là. Effectivement, on a beaucoup de questions sur l'impact de ne pas avoir un... Et justement, on en parlera tout à l'heure sur la partie risque. Mais effectivement, il faut, en vous écoutant, tout multiplier, noter tous les types de risques qu'il peut y avoir à ne pas avoir de responsable conformité. LCB. Alors, je veux vraiment clarifier, autant dans le monde des assujettis, il y a des obligations réglementaires de nommer des personnes avec certaines fonctions, autant dans un monde non assujetti comme à la Poste, compliqué de justifier réglementairement la nomination et une responsabilité très spécifique du directeur de la conformité ou d'un de ses membres. On a une obligation d'avoir un DPO. Ça, c'est très clair. Un directeur de la protection des données personnelles, avec des délégués d'ailleurs dans plein d'activités. Et il y a des responsabilités comme d'être l'interlocuteur numéro 1 de la CNIL. Voilà. Ça, c'est pour illustrer sur pourquoi est-ce qu'il faut en avoir. Mais au-delà de cas très spécifiques comme celui-ci, il n'y a pas un positionnement spécifique, comme c'est demandé par exemple dans la réglementation bancaire ou assurantielle, de dire que la fonction conformité doit être incarnée par une personne dont l'honorabilité va être revue, qui doit être positionnée suffisamment haut dans la hiérarchie et le plus proche possible du comité exécutif, et ainsi de suite. Et d'ailleurs, il y a des fonctions dédiées de contrôle. J'en profite pour faire une petite incise sur responsable de la mise en œuvre du contrôle permanent, donc une fonction de risque dédiée LCBFT et une fonction de contrôle périodique. Il y a un monsieur ou madame contrôle périodique LCBFT dans les établissements bancaires et financiers assurances depuis quelques temps. La réglementation date de 2021, si je me souviens bien. Voilà. Je reviens sur le monde des non-assujettis. L'autre enjeu en termes d'évaluation des tiers, ça va être la thématique qu'a évoquée tout à l'heure Nathalie sur les sanctions internationales. On a souvent ce lien dans le monde financier, LCBFT, sanctions internationales, mais dans le monde non financier ou non assujetti à la LCBFT, le sujet des sanctions internationales est très important. Donc, je vous prenais un exemple tout à l'heure d'une activité de colis pour nous en Pologne. J'ai eu un autre cas, par exemple, nous sommes présents en Bulgarie. En Bulgarie, nous avons une licence pour opérer de façon postale. Il y a dans cette licence-là, il est prévu que du fait du maillage du territoire qu'assurent les opérateurs postaux, puisqu'il faut être présent à pas mal de points pour pouvoir faire de l'activité postale, il est demandé aux opérateurs de proposer une activité de mandat cash, donc de faciliter le transfert d'argent au sein du pays. Alors, il n'y a pas d'obligation sur les mandats internationaux, ce qui est une activité d'autres opérateurs, mais sur le domestique, on leur demande de faire ça. Donc, on a une filiale qui fait du colis et qui, de façon très, très accessoire, ça ne représente pas grand-chose, mais doit proposer, et du coup propose de temps en temps certains mandats postaux. Et donc, qui permet d'envoyer de l'argent cash d'un point A à un point B, pour être clair.
Et donc, notre dispositif, il vise donc deux choses. D'une part, à assurer l'obligation réglementaire qui existe sur le mandat cash, c'est-à-dire il faut que je regarde si des personnes qui envoient ou qui reçoivent l'argent sont autorisées, c'est-à-dire ne sont pas sur des listes d'interdiction. Ça, c'est les dispositifs qu'on appelle de gel d'avoir. Et puis, il y a une autre dimension qui est de se dire que quand j'envoie un colis, je dois vérifier que ce colis n'est pas à destination ou en provenance d'un pays interdit ou avec une contenance et une déclaration de douane qui visera un bien à double usage ou quelque chose qui relève du contrôle des exportations. Donc, il y a bien deux éléments de dispositif qui viennent se compléter, qui relèvent de même liste de sanctions internationales. Et donc là, on cherche à articuler le savoir-faire sur la gestion de ces listes et leur mise en œuvre sur des choses très différentes. D'un côté, on se retrouve dans des points de bureau en face à face avec un client pour le mandat cash. De l'autre côté, on reçoit des colis et on scanne dans des temps records, mais un nombre d'informations qui sont sur des étiquettes pour faire l'analyse de est-ce que je suis sur une activité sanctionnée qui fait que je dois retirer le colis du circuit et poser 3 questions et peut-être ne pas l'adresser au destinataire ou le retourner à l'expéditeur. Voilà. Donc, c'est pour montrer que voilà, sur les tiers auxquels on est confronté, on a des dimensions assez complémentaires en matière de LCBFT et sanctions internationales. Peut-être un exemple sur la partie croissance externe, sur cette dimension LCBFT ou le financement du terrorisme en particulier. Je veux offenser personne s'il y a quelqu'un de la société Lafarge, c'est juste que l'information est publique et je pense que c'est un exemple dont on peut se servir de façon pédagogique. Il y a pas, je pense que tout le monde est confronté, en tout cas dans les grands groupes, on est tous confrontés à un moment donné à des situations compliquées. Donc, je veux être très respectueux de l'entreprise, mais le cas est intéressant. Il date il y a maintenant quelques années. Alors, il y aura une actualité en novembre puisque le tribunal correctionnel de Paris doit se prononcer sur un volet clé de l'affaire, mais on remonte à peu près en 2017, la société Lafarge fait l'acquisition d'une entreprise égyptienne, si je me souviens bien, qui détient une filiale en Syrie, investit assez significativement dans cette filiale en Syrie qui est une cimenterie et avec un enjeu business qu'ils avaient analysé en se disant bon, ça vaut la peine, il y a des belles perspectives. Et enfin, je présume. Et je crois que en 2010, l'investissement est réalisé, tout fonctionne bien. Et puis en 2012, vous devez tous vous souvenir, on était quand même face à une montée en puissance de l'État islamique et donc notamment avec une occupation territoriale et un bouleversement en Syrie. Et donc l'entreprise de cimenterie en question se retrouve en territoire occupé par différentes factions de cet État islamique. Et peut-être pas toujours la même d'ailleurs, je n'ai pas tout le détail de l'histoire, mais peu importe. Le contexte est que finalement, il y a des sanctions internationales qui évoluent et qui viennent condamner cette situation et qui demandent à tous les opérateurs, en tout cas français en l'occurrence ou européens, d'appliquer des mesures de sanctions internationales. Et donc finalement, via cette opération de croissance externe, via une évolution du contexte géopolitique, l'entreprise se retrouve confrontée à un nouvel enjeu réglementaire de mise en œuvre de ces sanctions internationales. La non-prise en compte de cet enjeu leur a valu, et peut-être qu'il y a plein d'autres éléments, et je veux rester très précautionneux dans l'analyse, il y a une présomption d'innocence, et voilà, une fois encore, je mets beaucoup de pincettes sur le cas, mais je trouve que, en tout cas, c'est ces deux éléments que je voulais bien souligner parce que ça a pour impact derrière un immense contentieux judiciaire qui dure depuis maintenant plusieurs années, qui va trouver son aboutissement, mais qui amène à mettre en examen des dirigeants et l'entité, et qui a certainement joué aussi dans un moment de rapprochement avec la société Holcim, qui a été en tout cas un des sujets importants des diligences qui ont été menées. Donc, vous voyez que cette thématique de la LCBFT, et en l'occurrence du FT en particulier à travers le sujet des sanctions internationales, a exposé une entité à un risque majeur. Et donc, l'absence quelque part de dispositif conformité se paye très très cher.
En tout cas, à une époque. Hein, voilà. Je suis convaincu que la situation n'a plus rien à voir aujourd'hui. Voilà quelques exemples. Je peux continuer, mais je veux faire attention au temps et peut-être laisser aussi prendre une ou deux questions. Alors, on va passer aux sanctions. Pour faire la transition, on avait parlé de sanctions, peut-être qu'on en reparlera quand on en parle avec Solène, de sanctions d'assujettis. On reprendra, mais je vais passer la parole à Solène. Elle va nous rappeler les risques. Bonjour à tous. Effectivement, la situation pour les non-assujettis ne veut pas dire une absence de responsabilité. Finalement, l'exemple Ludovic que vous avez développé est extrêmement parlant. Et le premier risque à prendre en compte, c'est bien évidemment le risque pénal, puisque en fait le risque pénal, lui, est mis en mouvement par l'action publique du procureur de la République, et sur la base de faits concrets. Et donc ensuite, il y a l'enquête qui démarre. Et donc, par exemple, sur la question de savoir sur l'infraction de blanchiment de capitaux, Nathalie, vous l'avez évoqué, l'infraction de blanchiment de capitaux, elle suit 3 étapes, et le code pénal définit le fait de participer à l'une de ces 3 étapes comme étant un élément matériel de l'infraction. Et donc, si une entreprise est amenée à participer à l'une de ces 3 étapes, elle peut être poursuivie pour l'infraction de blanchiment. Et sur l'aspect financement du terrorisme, on le voit bien, c'est le fait de la définition pénale de l'infraction de financement du terrorisme, elle vient incriminer le fait de fournir des valeurs, de l'argent, ou fournir des conseils pour gérer des valeurs, de l'argent, peu importe, en souhaitant que cela soit utilisé pour commettre un acte de terrorisme ou en ayant connaissance. Et en fait, l'entreprise Lafarge, c'est aussi via cet angle-là qu'elle s'est retrouvée poursuivie. Et donc, on voit bien que le seul fait d'avoir une connaissance, de savoir à qui je remets l'argent, ça suffit aussi à venir fonder la poursuite. Donc, on le voit par l'angle pénal, effectivement, l'entreprise, elle peut se retrouver, du coup, attirée dans une enquête qui n'est pas forcément, dont elle n'est pas forcément le point de départ ou l'objectif principal, mais il n'empêche que si au cours de l'enquête des éléments viennent mettre à jour du coup du blanchiment ou du financement du terrorisme, eh bien la responsabilité pénale de l'entreprise additionnée à quelques responsabilités pénales individuelles, hein, bien évidemment, ça a souvent une double détente, ça peut être un sujet pour les non-assujettis. Il y a un autre élément sur le tropisme blanchiment que je voulais porter à votre connaissance, c'est que depuis 10 ans, face à la complexité pour résoudre les affaires judiciaires de blanchiment, s'est retrouvée introduite dans la réglementation la notion de présomption de blanchiment. Alors, c'est une présomption qui fait donc obligation aux personnes qui sont poursuivies de prouver qu'elles ont acquis tel ou tel bien avec de l'argent propre. Et donc, je vous en parle parce que effectivement, je ne peux pas imaginer que vos différentes organisations soient poursuivies à titre direct pour du blanchiment d'argent. Mais il n'empêche que depuis du coup 10 ans, il y a ce nouveau mécanisme qui existe et qui permet du coup de faciliter l'engagement des responsabilités pénales. Donc ça, c'est le paradigme dans lequel on est aujourd'hui. Donc on a la possibilité, enfin le procureur a la possibilité d'engager normalement plus facilement des poursuites pénales
pour blanchiment d'argent. Et donc, quand on est dans ce monde de l'infraction pénale de blanchiment d'argent, quand on est face à des présomptions, alors qu'on peut renverser, mais la charge de la preuve, initialement, dans les grands principes, c'est au procureur de démontrer la culpabilité. Ben là, ici, la charge de la preuve, elle est inversée. Donc, ça fait partie des éléments qu'il faut prendre en compte. Et dans ce cas, l'ignorance, elle n'est d'aucune utilité. Parce qu'à partir du moment où il y a un fait qui a été établi, qu'on peut le lier à une organisation, une entreprise ou une personne, ça va être compliqué de venir du coup se défendre, puisqu'on a à la fois les éléments matériels et à la fois la question de est-ce que l'ignorance vient supprimer l'intentionnalité. Et donc là, c'est les grands débats. Et clairement, ce sont des débats que vous n'avez pas envie d'avoir dans votre entreprise, puisque sinon, effectivement, ça veut dire que vous êtes déjà dans un sujet de crise. Donc, il ne faut pas minimiser le risque pénal. Alors, je ne suis pas là pour non plus vous créer une angoisse et vous empêcher de dormir d'ici à la fin de la semaine, mais il n'empêche que ça fait partie du nouveau paradigme qui est à prendre bien en compte. Il faut aussi savoir que dans le cadre d'une procédure pour blanchiment d'argent ou même pour financement du terrorisme, il y a le principe des saisies. Donc, des saisies pénales sur les comptes de l'entreprise ou sur du matériel. C'est-à-dire qu'au cours de l'enquête, si le juge d'instruction, le procureur, les policiers acquièrent se retrouvent face à des indices graves et concordants de la réalisation d'une infraction pénale, et ce même avant qu'il y ait toute culpabilité qui soit prononcée par le tribunal ou la cour d'assises, si c'est elle qui est compétente, il y a la possibilité de venir saisir des avoirs, du matériel qui appartiennent à l'entreprise. Donc concrètement, ça veut dire que se retrouve gelé et mis de côté une certaine somme d'argent. Ce qui peut poser de temps en temps quelques difficultés de gestion de trésorerie dans la vie d'une entreprise. Donc, il faut pas non plus, je voulais aussi vous en parler, parce que ça fait partie des événements qui peuvent affecter gravement, du coup, la vie d'une entreprise. Et encore une fois, ça, c'est en amont de toute déclaration de culpabilité. Alors, si au final, il n'y a pas de culpabilité qui est établie auprès de l'entreprise, il y aura une restitution de ces saisies pénales. Mais vous connaissez, comme moi, la célérité de la justice. Si c'est pour avoir... L'enjeu, ça peut être aussi de manière très prosaïque d'avoir une somme à 6 chiffres ou à 7 chiffres ou qui soit mis de côté et auquel l'entreprise ne peut plus accéder. Donc, ça fait partie des éléments qui peuvent aussi venir affecter la vie d'entreprise et dont je voulais vous parler. Le risque, évidemment, il y a aussi les peines complémentaires. Donc, une fois qu'on a une décision de culpabilité, de plus en plus dans la réglementation pénale, il y a des peines automatiques. C'est-à-dire que les juges n'ont plus la latitude de savoir si c'est approprié ou non comme réponse pénale. Il y a des peines automatiques de confiscation. Donc, par exemple, tout le produit d'une infraction, l'instrument d'une infraction doit faire l'objet d'une confiscation pure et simple. Donc, dans ces cas-là, l'argent, le matériel est confisqué et est remis à l'Agrasc, qui est l'agence de gestion de recouvrement des avoirs. Et l'Agrasc va vendre ce matériel ou l'immeuble, par exemple, et le produit qui va résulter de la vente va être du coup redonné à l'État. Donc, on a une grande boucle comme ça qui, du coup, peut venir impacter les entreprises non assujetties à la lutte anti-blanchiment. Alors, l'autre élément dont je voulais vous entretenir, c'est ce qu'on peut appeler finalement le risque disciplinaire déontologique et qui est peut-être, Ludovic, avec ce que vous avez évoqué quand vous parliez du risque réglementaire qui était purement autour de l'agrément. Ici aussi,
On a du coup, c'est la Cour d'appel de Paris, d'ailleurs, je crois, 12 septembre 2024, on avait un mandataire judiciaire qui avait eu donc ça restait une profession assujettie, mais qui avait eu une appréciation juridique sur sa capacité à prester assez extensive, et il s'était notamment back-upé en demandant des consultations juridiques d'un professeur de droit, et pour se dire qu'il était dans le vrai. Et en fait, il n'a pas été poursuivi pour défaut de ses obligations de lutte anti-blanchiment, mais il a été condamné par son ordre, et ça a été confirmé par la Cour d'appel de Paris, en disant que le fait, globalement, c'est son activité, il avait réussi à facturer 2 fois une seule prestation, régulièrement, et ce sur plusieurs années. Et donc en fait, il y avait un grand sujet, puisque à partir de là, on aurait pu considérer que c'était de l'argent sale, et que donc du coup, il avait fait du blanchiment. Mais en fait, dans ce dossier, son ordre l'a sanctionné, donc c'est via le risque disciplinaire, et la Cour d'appel de Paris a confirmé la sanction de son ordre en disant que, au-delà de la qualification juridique pure et dure de ces agissements, il y avait une obligation de probité plus générale qui permettait donc de fonder cette sanction. Donc, ça veut dire qu'avec ce concept d'obligation de loyauté, de probité, finalement, la négligence, ici quasiment volontaire, de cette personne était suffisante pour venir confirmer une sanction. Ce qui fait que donc, forcément, quand on transpose pour des entreprises non assujetties, ça ouvre un champ des possibles quand il y a du coup des actes qui apparaissent comme étant devant être punis par cet angle de l'obligation de probité, de loyauté. Ça donne des endroits d'achoppement de responsabilité possible pour l'entreprise. Autre élément, et Ludwig, vous en avez parlé, sur les risques concernant les sanctions financières internationales. Alors, il est certain que aujourd'hui, il y a eu, vous avez entendu parler, tous les paquets de sanctions qui se sont multipliés et qui ont eu une grosse actualité, du coup, et ce pour tout le monde. Je rappelle aussi que ce qu'on appelle le gel des avoirs, ça s'applique à tout le monde, peu importe qu'on soit assujetti ou non à la lutte anti-blanchiment. Et j'ai même envie de dire, si vous faites de temps en temps dans votre vie personnelle des ventes Vinted ou Le Bon Coin, on pourrait même imaginer que, à la lecture de la règle, vous devriez vous assurer que la personne à qui vous vendez ne se trouve pas, ou à qui vous achetez, ne se trouve pas sur les listes de gel des avoirs, parce que c'est une obligation qui est absolument d'ordre général. Et donc, vous avez en France, du coup, nous, on a notre propre liste, mais bien évidemment, l'enjeu, c'est de savoir sur quelle juridiction votre entreprise intervient pour s'assurer que tout cet écosystème se retrouve correctement respecté pour éviter n'importe quelle violation. Ce qui m'amène en dernier type de risque, c'est la réputation. Bien évidemment, quand il y a, on le voit, quand il y a même au stade de la procédure pénale, telle entreprise a fait l'objet d'une perquisition et que ça fait des gros titres, en termes de réputation, c'est extrêmement mauvais. Et puis, ça se décline parce que à partir du moment où il va y avoir le procès et que ça, de nouveau, on a une caisse de résonance, la réputation se retrouve encore une fois endommagée. Et puis, s'il y a en plus de l'aspect pénal, l'aspect disciplinaire qui est engagé, on a toujours du coup une caisse de résonance qui s'amplifie. Donc, la réputation qui va venir derrière, bien évidemment, compliquer vos relations avec les différents partenaires. Et je crois aussi que l'exemple d'avoir Ludovic et le groupe La Poste est extrêmement intéressant, puisque avec des actionnaires qui, eux, peuvent avoir du coup
qui sont assujettis à la lutte anti-blanchiment, ça, j'imagine que ça ne passe pas du tout. Et bien évidemment, on a des répercussions en chaîne. Donc, sur les entreprises qui sont structurées en groupe, finalement, tout le monde est dans le même bateau c'est un peu le principe du domino day, quoi. S'il y a une réputation qui tombe quelque part, ça emmène tout le monde. Et donc, bien évidemment, ça va compliquer la vie de tout le monde. Et on peut passer peut-être à la slide d'après. J'essaye d'aller un peu vite pour avoir le temps d'avoir la réponse et les questions. Donc, bien évidemment, comment maîtriser, une fois que je vous ai bien fait peur avec tous ces risques, la maîtrise du risque, elle est possible, je vous rassure. Et donc, bien évidemment, comme nous l'a exposé Ludovic, juridiction par juridiction sur des points précis, que ce soit la Pologne ou la Bulgarie, la première étape de la maîtrise du risque, c'est le fait de faire le bilan, le compte-rendu de toutes les juridictions sur lesquelles, de manière directe ou indirecte, bien évidemment, votre entreprise est amenée à évaluer, à évoluer. Parce que, bien évidemment, si, par exemple, votre entreprise, elle est présente aux États-Unis et qu'aux États-Unis, il y a un enjeu d'agrément par une filiale, vous allez avoir un vrai sujet et vous allez peut-être même être amené à faire à mettre dans la balance plusieurs types de réglementations, plusieurs types de risques avec des débouchés commerciaux. Donc, bien évidemment, l'enjeu, la maîtrise assez précise, assez fine des activités directes et indirectes de votre entreprise au niveau du globe, c'est la première étape. Bien évidemment, l'autre étape, ça va être la maîtrise des enjeux financiers, ça va être tous les enjeux de vos partenaires commerciaux. Qui sont-ils, dans quel périmètre ils interviennent. Et puis, ça peut être également, vous l'avez peut-être vu passer, les enjeux de concurrence déloyale. C'est-à-dire que même sur du coup, là, il y avait 2 entreprises qui étaient assujetties, qui se sont fait la guerre sur le périmètre d'application de la réglementation LCBFT. Il n'empêche que, via le prisme de la concurrence déloyale, via le prisme de l'assujettissement, la lutte anti-blanchiment continue à faire son bonhomme de chemin et à devenir un levier de condamnation, enfin de guerre commerciale, soyons très clairs. Et donc, on peut tout à fait imaginer que demain, il va y avoir peut-être ça pourrait tout à fait être activé, par exemple, qu'une entreprise souhaitant faire un contentieux avec une seconde entreprise vienne se plaindre parce que la filiale de la filiale lui semble assujettie et que ça n'était pas été appliqué en tant que tel, et que donc voilà, l'idée aussi c'est en prenant en compte ces risques, c'est de prémunir votre entreprise des contentieux, des conflits qu'il peut y avoir, et ce à une échelle plus grande avec les différents concurrents. Et bien évidemment, dernier élément j'en ai déjà un petit peu parlé, ça va être sur le fait que cette réglementation de lutte anti-blanchiment, elle est dans l'idée internationale, donc c'est-à-dire que ça a été, on l'avait vu dans le premier épisode, elle est élaborée au sein du groupe d'action financière, mais ensuite chaque sous-région et chaque État lui donne forcément une consistance qui lui est propre. Et donc bien évidemment, l'enjeu de bien prendre en compte cette réglementation-là, ça va être de prémunir l'activité de l'entreprise pour que du fait d'une filiale ou de la sous-filiale, il n'y ait pas la suppression d'accéder à un marché, de pouvoir continuer à fonctionner sur une activité, sur un marché spécifique. Et donc, tous ces éléments-là, je pense, viennent vraiment souligner la nécessité
d'être proactif dans sa veille réglementaire, encore une fois, même si on n'est pas assujetti, et notamment sur ce qui va nous arriver, nous, dans l'Union européenne, avec l'adoption du 6e paquet européen que va développer Ludovic, et l'enjeu, bien évidemment, où on voit que même si ce 6e paquet va être juridiquement est en vigueur à partir de 2027. Finalement, l'adoption de la loi narcotrafic a pu déjà donner de manière anticipée effet à certaines mesures. Donc, c'est vraiment la veille réglementaire. Pour moi, c'est le dernier élément de maîtrise des risques. Et Ludovic, je vous redonne la parole. Et je ne déflore pas plus le sujet du 6e paquet européen. Alors, je vais le faire très rapidement parce qu'on a peu de temps. Je pense que c'est intéressant de répondre à une ou deux questions. En fait, le paquet européen, et parfois on l'appelle 6e paquet parce qu'en fait, il inclut une 6e directive anti-blanchiment et 3 règlements. Et les règlements, ils touchent à mettre en place un régulateur qui s'appelle, qui est une nouvelle autorité européenne, qui s'appelle Anti-Money Laundering Authority, AMLA, qui est opérationnel là depuis juillet, mais qui va lancer ses premiers contrôles, je pense, courant 2027, mais voilà, l'activité de supervision commencera en 2026. Ça, c'est pour le monde des assujettis. Et puis ensuite, il y a des règlements qui visent les transferts de fonds. Donc, il y a une question qui traite la question de la traçabilité des transferts de fonds sur cryptoactifs. Et le 3e règlement, c'est celui qui est le plus impactant à mon avis, qui s'appelle le Single Rule Book et qui fait l'objet encore de pas mal de consultations. Donc tout le texte n'est pas fini, mais l'objet c'est d'harmoniser les règles dans tous les pays de l'Union européenne, notamment en matière de KYC, de connaissance des clients. Ce qu'on peut dire pour les non-assujettis de ce paquet AML, c'est que la première directive européenne, elle datait de 91 et elle assujettissait le secteur financier. Puis il y en a eu une autre directive, c'était la 3e en 2000. La 2e, en 2001, donc 10 ans plus tard, qui assujettissait les avocats et les experts comptables. Puis la 4e, en 2015, elle assujettissait les prestataires de services de jeux, d'argent, de hasard, les agents immobiliers, elle encadrait les opérations espèces. Voilà. Et donc, on va dans ce mouvement de plus d'assujettissement, plus de contrôle. Et donc là, dans la 6e directive, avec ce nouveau paquet AML, il y aura des nouveaux assujettis. Et il se trouve qu'effectivement, en France, comme vient de le dire Solène, on a eu une loi très importante qui est passée au mois de juin, le 13 juin 2025, qui s'appelle la loi narcotrafic ou la loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic, et dans lequel il y a déjà l'anticipation de cette nouvelle exigence européenne pour l'essentiel, c'est-à-dire que les prestataires de services sur cryptoactifs sont maintenant, c'est prévu par la loi, et on attend certainement encore des textes d'application, mais deviennent assujettis. Les acteurs du crowdfunding deviennent assujettis. Les commerçants sur les voitures de luxe, jets privés, yachts, avaient déjà des obligations, mais elles sont renforcées et encore plus encadrées. Et puis, les clubs de foot se retrouvent assujettis. Les agents sportifs l'étaient déjà, donc les agents de foot l'étaient de facto, mais maintenant les clubs de foot, notamment avec quelques critères de seuil, mais globalement, la première ligue de foot se retrouve assujettie à la LCBFT. Voilà, on va vraiment dans ce sens-là. Puis il y a quelques obligations du type, j'en cite une parce que je la trouve intéressante, qui aligne les pays européens sur la notion de personnes politiquement exposées. Avec ce texte du paquet AML, les maires des villes de 50 000 habitants deviennent des personnes politiquement exposées, ce qui n'était pas le cas dans la réglementation, française aujourd'hui. Voilà, pour faire très vite sur sur ce paquet européen. Et la date d'entrée en vigueur, ça a commencé, mais la plupart des textes, ça sera juillet 2027. Parfait, merci à tous. On va conclure. Nathalie, vous voulez… Oui, juste peut-être un mot, effectivement, au-delà de l'élargissement de plus en plus, comme vous disiez, sur l'assujettissement, donc certaines entités non assujetties vont le devenir demain. Il y a quand même de plus en plus à prendre en compte aussi le risque géopolitique. On en parle de plus en plus, au-delà des sanctions financières internationales où on connaît le risque et on l'applique, on met en place un dispositif. Il y a maintenant à anticiper les futures peut-être sanctions, les futurs mouvements de crise ou encore de conflits. Et donc, il y a une anticipation peut-être à intégrer au niveau de la veille réglementaire, à intégrer peut-être le risque géopolitique
dans cette conformité et dans cette vision de gestion des risques de non-conformité. Donc ça, c'est de plus en plus maintenant discuté sur la place et donc peut-être à prendre en compte dans votre organisation. Mais voilà, on va laisser peut-être la place à quelques questions, même si on dépasse de quelques minutes. Alors, on avait une question. Quels sont les préalables à l'engagement de la responsabilité pénale? Y a-t-il un certain type de fait du fait des procédures, du type de mise en demeure? Est-ce que vous pensez qu'on peut répondre? Oui, il y a pas. Alors c'est la magie du pénal. Il y a pas de formalisme, il n'y a pas de préalable. Le juge d'instruction ou les policiers sont saisis de faits qu'ils pensent être une infraction, et c'est vraiment dans le cadre de l'enquête que les liens entre un fait et une entreprise ou une personne peuvent être établis, et c'est à ce moment-là que s'il y a assez d'indices, le juge d'instruction pourra par exemple décider de mettre en examen telle personne morale ou telle personne physique. Mais en soi, il n'y a pas de formalisme, il n'y a pas de préalable, et c'est vraiment le déroulement de l'enquête qui par nature est secrète, qui va du coup fonder l'engagement de la responsabilité pénale. Merci. Peut-être j'ajoute un point sur le lien entre conformité et pénal, parce que je trouve ça assez intéressant sur ce sujet. Il y a une affaire qui est en cours, qui n'est pas jugée, qui concerne les magasins Darty, qui a été dans la presse là, au mois de juin dernier. Le point de départ, c'est un dispositif conformité qui a permis une alerte déontologique et une dénonciation au parquet. Donc, on voit un lien déjà, existence d'un dispositif de conformité, saisie du parquet, dimension pénale. Et puis, l'enquête, visiblement, révèle, puisqu'il y a eu des mises en examen, et c'est ça ce qui a été cité dans la presse, de quelques dirigeants et d'une filiale de Darty, liés à des opérations espèces très significatives. C'est-à-dire qu'il y avait des achats pour plus de 500 000 € en espèces dans un magasin, et puis des opérations comptables suspectes, a priori, entre quelques magasins. Et je reviens sur un point qu'a bien évoqué Solène. Il y a la charge de la preuve, il y a une présomption de blanchiment dans ces cas. Donc, la charge de la preuve incombe à Darty de démontrer qu'il n'y a pas de blanchiment. Donc, on inverse le processus. Et pour faire ça, en fait, si le dispositif de conformité est défaillant, ça devient assez compliqué. C'est-à-dire que le fait de ne pas avoir détecté des opérations espèces significatives, de ne pas avoir bien cartographié ce risque-là, ça complexifie beaucoup la preuve de j'ai fait tout ce que je pouvais faire, et je n'avais vraiment aucune intention que cette infraction soit commise. Donc voilà, je le dis de façon un peu prosaïque, c'est pas très juridique, et je suis sûr que Solène vous accompagnera bien mieux que moi pour si vous étiez confronté à ce type de plaidoirie, mais je voulais illustrer avec ce cas que je trouve assez intéressant. Parfait. Est-ce qu'un autre mot de conclusion, Solène, Nathalie? Alors, je pense qu'il faut juste, pour ma part, je dirais deux sujets, deux questions à se poser pour les non-assujettis. C'est: est-ce que vous avez vraiment pris en compte tous les risques lorsque vous faites votre exercice de cartographie? Et est-ce que vous êtes sujet au changement géopolitique actuellement, puisque c'est quelque chose qui est pris en charge aujourd'hui de plus en plus? Alors moi, ou Ludovic. Alors moi, pour conclure, je rebondirai sur ce que vous avez dit sur la géopolitique. Je vous rappelle que l'étude Risk in Focus, donc, qui est gérée par l'IA, notamment avec le CREA et le CIA, va sortir fin septembre, et on y parle de géopolitique. Il y a une mesure du risque géopolitique, et on voit qu'il a d'autres implications, parce que parfois on se dit tiens, c'est juste, ça ne nous concerne pas forcément. En revanche, je pense que grâce avec ces deux webinaires, si vous êtes auditeur interne ou contrôleur interne, vous avez pu élaborer, avoir des éléments pour comprendre et pour éventuellement faire des programmes de travail sur des audits, soit sur le processus LCBFT dans votre entreprise, soit le prendre, comme j'ai dit tout à l'heure, dans le cadre de processus. Et moi, je pense que c'est comme on a dit, c'est extrêmement
c'est un risque émergent très important. Je vais aussi le signaler dans les sondages qu'on fait nous pour CREA, pour l'IA, pour éventuellement avoir justement un autre document de vulgarisation sur ce domaine pour les auditeurs internes. Ludovic, votre questionnaire, il a eu beaucoup de succès. Donc, on verra comment le voir. Moi, je travaille avec mes étudiants sur des modèles pour identifier dans les transactions comptables le blanchiment. Hein, donc, c'est quand même un sujet assez à la mode. Et je voulais vous signaler, on en avait discuté avec Ludovic, il y a eu une étude de la GSRF sur le luxe il y a quelques années qui est très intéressant si vous voulez comprendre un petit peu comment les gens ont fait. Alors, l'IFACI, les prochains événements, ça sera la conférence, ça sera le 24-25 novembre. Et puis, je remercie aussi le Cercle de la Compliance, donc, qui nous a accompagnés pour ces 2 rendez-vous et nous a fourni des très bons experts. Au nom de l'IFACI, merci. Et puis, donc, si vous voulez adhérer soit au Cercle de la Compliance, soit à l'IFACI, vous pouvez nous contacter. Vous avez ici les liens des 2 associations. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Je remercie grandement nos experts. Je remercie aussi bien notre nouvel intervenant Ludovic qui nous a apporté des réponses très concrètes et très pratiques, et nos 2 expertes qui ont toujours été très précises et pointilleuses, et je les remercie beaucoup. Et je vous souhaite une bonne journée. Soyez vigilants avec le blanchiment. Merci, au revoir. Merci. Bonne journée, merci à vous.